Sophie Moreau se réveilla ce matin-là dans l'appartement haussmannien qu'elle partageait avec son mari Pierre et leur fille Élise, au cœur de Paris. Les rayons du soleil filtraient à travers les voilages lourds, projetant des motifs dansants sur le parquet ciré. L'air embaumait le café frais et le pain grillé, une routine matinale qu'elle chérissait. À 42 ans, Sophie était une femme accomplie, dirigeant une petite agence de communication nichée dans le quartier animé du Marais. Son bureau, un espace moderne aux murs blancs ornés de posters inspirants, bruissait d'activités, des brainstormings animés, des appels avec des clients internationaux, et cette adrénaline constante qui la faisait se sentir vivante. Elle excellait à transformer des concepts abstraits en campagnes virales, comme cette récente publicité pour une marque de cosmétiques qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, générant des millions de vues en quelques jours. Pierre, son mari depuis 15 ans, était un avocat ambitieux chez un cabinet prestigieux de l'avenue Montaigne. Issu d'une famille bourgeoise normande, il arborait cette assurance innée qui frôlait souvent l'arrogance, avec ses costumes sur mesure et son sourire conquérant. Leur rencontre remontait à l'université, où son charisme l'avait séduite instantanément. Ensemble, ils formaient un couple envié, dîners mondains dans les restaurants étoilés, week-ends improvisés à Deauville où ils marchaient main dans la main sur la plage, et des vacances en famille en Provence. Élise, leur fille adolescente de 16 ans, étudiait au lycée Henri IV, un établissement d'élite où elle excellait en littérature et en art. Sophie adorait la voir grandir, cette jeune fille aux cheveux châtains et aux yeux verts hérités de son père, pleine de rêves et d'énergie. Pourtant, sous cette façade d'harmonie parfaite, des ombres commençaient à s'insinuer. Sophie, fille unique d'un industriel décédé récemment, gérait seule l'héritage familial des usines en Provence et des propriétés disséminées le long de la Côte d'Azur. Son père, un homme d'affaires visionnaire, lui avait légué tout cela avec une confiance absolue en ses capacités. Pierre, cependant, insistait de plus en plus pour s'impliquer dans ses affaires, prétextant qu'en tant qu'avocat, il était le mieux placé pour protéger leurs intérêts communs. « Laisse-moi m'en occuper, chérie, tu as déjà tant à faire avec ton agence, disait-il souvent d'un ton paternaliste et qui, autrefois charmant, commençait à l'irriter subtilement. Ce jour-là, après avoir déposé Élise au lycée, Sophie se rendit à son bureau. La circulation parisienne était dense, les klaxons résonnaient comme une symphonie chaotique, mais elle se sentait en paix derrière le volant de sa petite voiture électrique. À l'agence, son équipe l'accueillit avec enthousiasme. Marie, sa collaboratrice la plus proche, une jeune femme dynamique aux cheveux courts et au piercing au nez, lui présenta les derniers mock UPS pour une campagne sur l'écologie. « Sophie, c'est génial. On va cartonner avec ça », s'exclama-t-elle en pointant du doigt les visuels colorés sur l'écran. Sophie sourit, ajustant ses lunettes à monture fine, et plongea dans le travail. Les heures filèrent, entre réunions Zoom avec des clients londoniens et brainstorming autour d'une table jonchée de post-it multicolores. Elle se sentait épanouie, maître de son domaine, où ses idées prenaient vie sans entrave. Mais le soir venu, en rentrant chez elle, une tension diffuse l'envahit. L'appartement, avec ses hauts plafonds moulurés et ses meubles design, semblait soudain oppressant. Pierre était déjà là, assis dans le salon, un verre de whisky à la main, feuilletant des documents étalés sur la table basse en marbre. « Bonsoir, ma chérie », lança-t-il sans lever les yeux, sa voix suave masquant une pointe d'impatience. Sophie posa son sac et s'approcha, remarquant que les papiers étaient les siens des relevés bancaires liés à l'héritage de son père. Son cœur se serra légèrement. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda-t-elle d'un ton neutre, essayant de ne pas laisser transparaître son malaise. Pierre releva la tête, ses yeux bleus perçants la fixant avec une intensité qui la fit frissonner. « C'est pour ton bien, Sophie. J'ai vu des incohérences dans les comptes. Tu sais que je suis là pour t'aider. » Il sourit, ce sourire qui avait autrefois fait fondre son cœur, mais qui maintenant semblait calculé, presque condescendant. Elle haussa les épaules, attribuant cela à la fatigue accumulée de la journée. « D'accord, mais la prochaine fois, demande-moi avant de fouiller, » répondit-elle en se dirigeant vers la cuisine pour préparer le dîner. Tandis qu'elle éminçait des légumes, ses pensées vagabondèrent. Était-ce normal, cette intrusion? Pierre avait toujours été protecteur, mais dernièrement, ses remarques sur ses tenues, ce tailleur est un peu trop moulant pour une réunion, non? Ou sur ses horaires tardifs, tu rentres encore à 7 heures? Tes clients doivent penser que tu es disponible 24 juillet,
semait un doute insidieux. Élise rentra peu après, son sac à dos rempli de livres, et l'ambiance s'allégea. Autour de la table, ils dînèrent en famille, un poulet rôti accompagné de légumes frais, arrosé d'un vin rouge léger. Élise raconta sa journée, ses yeux pétillants en parlant d'un projet théâtral au lycée. « Maman, tu devrais venir voir la répétition. C'est sur une pièce de Molière, et je joue Tartuffe. » Sophie rit, imaginant sa fille en hypocrite rusée, et Pierre intervint avec son humour habituel, faisant mine d'être offusqué. Pour un instant, tout semblait normal, comme dans les bons jours. Mais au fond d'elle, Sophie sentait une ombre grandir, une sensation d'être observée, jugée en permanence. Plus tard, dans leur chambre aux murs tapissés de bleu nuit, Sophie se glissa sous les draps en soie. Pierre la rejoignit, posant une main possessive sur sa hanche. « Tu es tendue ce soir » murmura-t-il en l'embrassant dans le cou. Elle se tourna vers lui, cherchant dans ses yeux la tendresse d'antan, mais n'y trouva qu'une lueur distante. Ils firent l'amour mécaniquement, sans la passion qui les avait unis autrefois. Allongée dans l'obscurité, Sophie fixa le plafond, son esprit tourmenté. Des rêves agités la visitaient ces derniers temps, des scènes où Pierre la dominait, riant de ses faiblesses, la rendant petite et insignifiante. Elle se convainquit que c'était passager, peut-être le stress de l'héritage ou la pression au travail. Pourtant, au plus profond de son être, une intuition murmurait que la normalité craquelait, comme un vernis sur une peinture écaillée, révélant des fissures plus profondes. Le lendemain matin, la routine reprit, café, baiser rapide, et chacun partit de son côté. Sophie, en route pour l'agence, s'arrêta à un café du Marais, commandant un espresso serré. Assise à la terrasse, elle observa les passants, des couples enlacés, des touristes émerveillés, une vie parisienne effervescente. Son téléphone vibra un message de Pierre, « N'oublie pas le dîner ce soir chez les Dupont. Porte la robe rouge, elle te va si bien. » Un ordre déguisé en compliment. Elle répondit par un simple « Ok », mais une pointe d'agacement la traversa. À l'agence, la journée fut intense, une crise avec un client mécontent, résolue grâce à son ingéniosité, renforçant son sentiment de compétence. Marie la complimenta. « Tu es une bosse incroyable, Sophie. Sans toi, on serait perdu. » Ces mots la réconfortèrent, contrastant avec les critiques voilées de Pierre. En fin d'après-midi, un appel de son avocat, Maître Leclerc, la rappela à l'héritage. « Tout est en ordre, Madame Moreau. Le testament de votre père est sécurisé. » Elle raccrocha, soulagée, mais une pensée fugace la traversa. Pourquoi Pierre insistait-il tant sur ces documents? Le soir, au dîner chez les Dupont des amis communs, un couple d'avocats influents, l'atmosphère fut élégante, champagne millésimé, discussion sur l'actualité politique, rire poli. Pierre brilla, comme toujours, monopolisant la conversation avec ses anecdotes judiciaires. Sophie, à ses côtés, se contenta de sourires et de commentaires discrets. Mais quand elle évoqua une de ses campagnes réussies, Pierre l'interrompit. « Ma femme est passionnée, mais parfois un peu trop optimiste sur les tendances digitales. » Les invités rirent, mais Sophie sentit une chaleur monter à ses joues, un mélange de honte et de colère refoulée. Rentrés chez eux, Pierre ne remarqua rien. « Une soirée parfaite, non ?» dit-il en se déshabillant. Sophie acquiesça, mais intérieurement, elle bouillonnait. Allongée dans le lit, elle repensa à ces moments accumulés, les fouilles dans ses papiers, les remarques dévalorisantes, cette sensation croissante d'être une extension de lui plutôt qu'une partenaire égale. Les nuits devinrent des tourments, où elle se réveillait en sueur, hantée par des images floues de domination. Pourtant, elle se raccrochait à l'idée que c'était temporaire, que leur amour surmonterait cela. Mais l'ombre s'allongeait, et la tempête, invisible encore, grondait à l'horizon. Au fil des jours, les signes se multiplièrent subtilement. Pierre vérifiait son téléphone plus souvent, prétextant des appels professionnels. Sophie surprit un parfum féminin sur son col, qu'il attribua à une collègue. À l'agence, elle se réfugiait dans le travail, créant des stratégies innovantes qui propulsaient son entreprise vers de nouveaux sommets. Un contrat majeur avec une marque de luxe fut signé, la remplissant de fierté. Élise, sentant peut-être la tension, se rapprocha d'elle, partageant des confidences sur ses amis et ses premiers émois. « Maman, papa est bizarre ces temps-ci, non ?» osa-t-elle un soir. Sophie la rassura, mais au fond,
Elle savait que sa fille percevait l'atmosphère lourde. Un week-end à Deauville fut organisé, espérant raviver la flamme. La mer agitée, les promenades sur les planches, les dîners aux fruits de mer, tout semblait idyllique. Pierre était attentionné, la couvrant de compliments. Mais lors d'une dispute anodine sur l'itinéraire, il lâcha « Tu ne sais pas te débrouiller sans moi, Sophie ». Ces mots la blessèrent, creusant un peu plus le fossé. De retour à Paris, la normalité reprit, mais avec une tension palpable, comme un fil tendu prêt à rompre. Sophie, dans l'intimité de ses pensées, commençait à questionner, était-ce vraiment de l'amour, ou une forme de contrôle? Elle se convainquit d'attendre, d'observer. Mais les fissures s'élargissaient, et bientôt, la vérité éclaterait, brisant l'illusion d'une vie parfaite. Les semaines qui suivirent l'incident des documents fouillés par Pierre furent marquées par une évolution subtile, presque imperceptible au début, comme un poison lent s'infiltrant dans les veines d'une relation autrefois solide. Sophie, encore imprégnée de cette illusion de normalité, tentait de se convaincre que tout allait bien, que ces petites tensions n'étaient que des nuages passagers dans un ciel autrement bleu. Mais les signes s'accumulaient, insidieux, érodant peu à peu la confiance qu'elle avait en son mari. Tout commença par ses appels incessants, qui surgissaient comme des intrusions au milieu de ses journées chargées à l'agence. Son téléphone vibrait sans relâche pendant les réunions cruciales. « Où es-tu exactement ? Avec qui parles-tu ? » demandait Pierre d'une voix qui se voulait concernée, mais qui sonnait de plus en plus comme un interrogatoire. Sophie riait jaune, le qualifiant intérieurement de jalouse attentionnée, un trait qu'elle avait autrefois trouvé charmant, comme une preuve d'amour possessif. « C'est juste parce qu'il tient à moi », se disait-elle en raccrochant, ignorant la petite voix qui murmurait que cela ressemblait davantage à une surveillance. Pourtant, ces appels n'étaient que le prélude. Un soir, alors que Sophie participait à un dîner d'affaires crucial à la Tour d'Argent, ce restaurant iconique perché au sommet de la Tour Eiffel, offrant une vue panoramique sur la Seine scintillante sous les lumières de la ville, Pierre fit irruption sans le moindre avertissement. Elle était attablée avec 3 clients importants, un directeur marketing d'une multinationale, une influenceuse digitale aux millions de followers, et un investisseur chevronné discutant avec animation d'une campagne innovante impliquant la réalité augmentée. L'atmosphère était électrique, les verres de vin rouge scintillaient sous les lustres cristallins, et Sophie se sentait dans son élément, ses idées fusant comme des étincelles. Soudain, la porte s'ouvrit, et Pierre apparut, élégant dans son costume anthracite, un bouquet de roses rouges à la main, prétextant une surprise romantique pour célébrer leur anniversaire de rencontre qui n'était pourtant pas ce jour-là. Les clients s'échangèrent des regards surpris, mais poliment amusés, tandis que Pierre s'assit sans invitation à la table, serrant des mains avec une assurance déconcertante. « Ne vous dérangez pas pour moi, je suis juste venu soutenir ma talentueuse épouse, déclara-t-il d'une voix suave, posant le bouquet au centre de la table comme un trophée. Sophie sentit une vague de confusion l'envahir, son sourire figé masquant un malaise grandissant. Au fil du dîner, Pierre monopolisa la conversation, interrompant Sophie à plusieurs reprises pour corriger ses propos ou ajouter ses propres opinions. Quand elle exposa son concept de campagne, soulignant l'importance de l'authenticité dans le marketing digital, il lança avec un clin d'œil complice au client, « Ma femme est brillante, vraiment, mais parfois un peu trop idéaliste. Dans le monde réel, il faut du pragmatisme, n'est-ce pas ?» Les rires fusèrent autour de la table, mais pour Sophie, ce fut comme une gifle invisible. Ses joues s'empourprèrent, une boule se forma dans sa gorge, menaçant de l'étouffer. Elle força un sourire poli, minimisant l'incident en son fort intérieur, « C'est sa façon de me protéger », mais intérieurement, une fissure se creusa, profonde et douloureuse. Dès le retour à l'appartement, sous les lumières tamisées du salon, Pierre justifia son comportement avec une nonchalance qui la sidéra. « Je te protège de tes erreurs, chérie. Ces clients pourraient te prendre pour une rêveuse si je ne tempère pas tes idées. » Il l'attira contre lui, ses mains glissant sur ses épaules comme pour apaiser une enfant capricieuse. Sophie céda, fatiguée par la soirée, mais une graine de doute avait été plantée. Les jours suivants, le contrôle s'intensifia, se muant en une toile d'araignée invisible. Pierre exigea l'accès complet à ses comptes bancaires personnels, arguant que l'héritage de son père, ses millions issus des usines provençales et des biens immobiliers, devait être géré par un « expert » comme lui. « Tu n'as pas le temps pour ces détails administratifs, avec ton agence qui te prend toute ton énergie », insistait-il lors des dîners, sa fourchette suspendue en l'air, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui la mettait mal à l'aise.
Sophie, épuisée par les disputes naissantes, finit par céder, lui fournissant les codes d'accès un soir pluvieux, alors que la pluie martelait les fenêtres comme des reproches muets. C'est pour notre bien commun, se convainquit-elle, ignorant le frisson glacé qui lui parcourut l'échine. Mais le doute s'insinua plus profondément un après-midi, alors qu'elle était seule à la maison, Élise étant partie pour un week-end scolaire. Sophie, en train de ranger le bureau de Pierre, un geste machinal pour occuper son esprit agité, surprit un message sur son téléphone laissé ouvert sur la table. L'écran illuminé affichait un texto de Juliette, une femme inconnue, des cœurs émojis, des promesses de rendez-vous discret dans un hôtel du quartier latin, et des mots tendres comme « Mon amour, j'ai hâte de te serrer contre moi ce soir ». Le cœur de Sophie se serra comme dans un étau, elle relut le message plusieurs fois, les lettres dansant devant ses yeux embués. Quand Pierre rentra, elle confronta calmement, son téléphone à la main. Il balaya l'accusation d'un geste désinvolte, « C'est une cliente insistante, rien de plus. Elle est un peu trop familière, mais c'est le métier qui veut ça. » Son sourire charmeur, ce même sourire qu'il avait conquise des années plus tôt, scintilla sous les lumières du salon, mais pour la première fois, il lui parut faux, comme un masque craquelé. Cette nuit-là, Sophie se sentit piégée, ses émotions manipulées comme des ficelles de marionnettes. Elle se réfugia dans la salle de bain, le carrelage froid sous ses pieds nus, et pleura en silence, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle se convainquait que c'était sa faute. Peut-être était-elle trop paranoïaque, trop exigeante. « Je dois être plus forte », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir embué, ses yeux rougis trahissant une vulnérabilité qu'elle haïssait. Les nuits devinrent des tourments interminables, où elle revivait ces moments en boucle, les appels intrusifs, l'irruption au dîner, les critiques voilées, le message suspect. Son estime de soi s'effritait comme du sable entre ses doigts, laissant place à une dépendance croissante envers Pierre, qui tissait sa toile avec une habileté machiavélique. Il alternait tendresse et reproches, la complimentant un jour sur sa beauté pour la rabaisser le lendemain sur ses choix professionnels. À l'agence, Sophie se jetait dans le travail pour oublier, orchestrant des réunions marathons où ses idées brillaient, renforçant son sentiment de valeur. Marie, sa fidèle collaboratrice, remarqua son air distrait. « Tout va bien, Sophie ? Tu sembles épuisée ces temps-ci. » Elle haussa les épaules, prétextant le stress d'un nouveau contrat, mais intérieurement, un feu couvait sous la cendre de sa résignation. Lors d'un week-end en Normandie, chez la famille de Pierre, les tensions affleurèrent davantage. Sa belle-mère, une femme austère aux cheveux grisonnants, loua Pierre pour sa gestion des affaires familiales, jetant un regard dédaigneux à Sophie, « Tu as de la chance d'avoir un mari comme lui pour s'occuper de tout. » Pierre rit, serrant la main de Sophie un peu trop fort, comme pour la rappeler à l'ordre. De retour à Paris, les appels reprirent, plus fréquents, plus insistants. Un soir, après une journée harassante, Sophie trouva Pierre en train d'examiner ses relevés bancaires sur l'ordinateur familial. « J'ai transféré des fonds pour optimiser, chérie. Fais-moi confiance. » Elle acquiesça, mais une lame froide s'insinua en elle, le doute se muant en certitude naissante. Les rêves agités se multiplièrent, Pierre la dominant, riant de sa naïveté, tandis qu'une ombre féminine, Juliette, sans doute se tenait à ses côtés. Sophie luttait intérieurement, un combat silencieux entre sa loyauté et son instinct de survie. Elle commença à noter mentalement ces incidents, comme des pièces d'un puzzle sinistre. Pierre, avec son charisme envoûtant, continuait à tisser sa toile, mais sous la surface, Sophie sentait une étincelle de rébellion s'allumer, prête à embraser tout sur son passage. Les jours suivants, le contrôle financier s'accentua. Pierre insista pour qu'elle signe des procurations, prétextant des investissements urgents pour l'héritage. Sophie hésita, mais céda encore, sa fatigue émotionnelle la rendant malléable. Pourtant, lors d'une pause déjeuner seule dans un bistrot du Marais, elle relut le message de Juliette gravé dans sa mémoire, et une colère sourde monta en elle. « Ce n'est pas normal », pensa-t-elle, mordant dans son sandwich sans appétit. Élise, perceptive, posa des questions innocentes. « Papa semble distant, maman. Est-ce qu'il y a un problème ?» Sophie la rassura, mais le mensonge pesa sur son cœur. Pierre, sentant peut-être son emprise se fragiliser, redoubla de gestes tendres, un dîner surprise à la maison, des bougies allumées, un vin millésimé. Mais même là, ses compliments étaient teintés de possessivité. « Tu es à moi, Sophie, n'oublie pas ça. » Elle sourit, mais intérieurement, le feu couvait plus fort.
Les nuits étaient hantées par des insomnies, où elle imaginait des scénarios d'évasion, se voyant libre, indépendante. Le poison de la trahison s'infiltrait, mais avec lui naissait une force nouvelle, tapie dans l'ombre, attendant son heure. Sophie n'était plus la même, la femme confiante de l'agence luttait pour émerger de cette cage dorée, prête à briser les chaînes que Pierre avait si habilement forgées. Un lundi matin pluvieux enveloppait Paris d'un voile gris et oppressant, comme si le ciel lui-même pressentait le drame à venir. Les gouttes martelaient les pavés anciens du quartier latin avec une insistance rythmée, transformant les rues en miroirs liquides où se reflétaient les façades haussmanniennes trempées. Sophie Moreau, encore imprégnée des doutes accumulés des semaines passées, reçut l'appel de Pierre alors qu'elle sirotait son café dans la cuisine de leur appartement. Sa voix au téléphone était impérieuse, presque autoritaire. « Sophie, c'est urgent. Rejoins-moi chez le notaire, maître Dupont, rue Saint-Jacques. C'est pour l'héritage. Sois là dans 1 heure. » Elle hésita un instant, le cœur battant légèrement plus fort que d'habitude. L'héritage de son père, ce legs qu'elle gérait avec tant de soin, revenait souvent dans leurs conversations ces derniers temps, mais Pierre avait toujours insisté pour en prendre le contrôle. Intriguée et un peu anxieuse, elle enfila son tailleur élégant, un ensemble gris perle cintré qui soulignait sa silhouette fine, complétée par des escarpins noirs et un collier de perles hérité de sa mère. Elle se maquilla légèrement, un trait d'eyeliner pour affirmer son regard, et quitta l'appartement, laissant un mot pour Élise qui dormait encore point et la circulation était dense, les taxis klaxonnant dans la brume matinale, mais Sophie arriva à l'heure au cabinet notarial, un immeuble cossu aux fenêtres hautes et aux boiseries polies qui exhalait une odeur de vieux papier et de cire d'abeille. Maître Dupont, un homme d'une 60aine d'années au crâne dégarni et aux lunettes cerclées d'or, l'accueillit avec une courtoisie professionnelle, mais son regard fuyant la mit mal à l'aise. Il la guida vers une salle de réunion au fond du couloir, où l'air était chargé d'une tension palpable. En poussant la porte, Sophie fut assaillie par une scène surréaliste. 8 personnes étaient assises autour d'une longue table en acajou, applaudissant à son entrée comme si elle était l'actrice principale d'un spectacle macabre. Elle reconnut immédiatement les héritiers de la famille de Pierre, des cousins avides au sourire carnassier, des oncles calculateurs aux yeux plissés par la cupidité, et même une tante éloignée qu'elle n'avait vue qu'une fois, lors d'un Noël tendu en Normandie. Leurs applaudissements résonnaient dans la pièce aux murs tapissés de livres juridiques anciens, un écho moqueur qui lui glaça le sang-poing au centre de cette assemblée. Pierre se tenait debout, dominant la scène avec son assurance habituelle, un document épais à la main. Il portait un costume bleu marine impeccablement taillé, sa cravate nouée avec précision, mais son expression était dure, presque triomphante. À ses côtés, une femme qu'elle n'avait jamais vue en personne, mais dont le nom hantait ses nuits depuis la découverte du message, Juliette. Une jeune femme d'une 20aine d'années, aux cheveux noirs cascadant en boucles soyeuses, aux lèvres peintes d'un rouge vif et provoquant, vêtue d'une robe moulante qui soulignait ses courbes avec une audace calculée. Elle tenait son téléphone à la main, ses ongles manucurés tapotant l'écran, comme si elle comptait déjà les millions virtuels qui dansaient sous ses yeux. Sophie sentit son monde basculer en un instant, le sol sembla se dérober sous ses pieds, un vertige nauséeux l'envahissant. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle, mais Pierre l'interrompit d'un geste impérieux, brandissant le document comme une arme-poing. « Assieds-toi, Sophie » ordonna-t-il d'une voix froide, dépourvue de toute tendresse. Les applaudissements s'estompèrent, laissant place à un silence lourd, chargé d'attente. Elle s'assit mécaniquement à la place indiquée, ses mains tremblant légèrement sur la table lisse. Pierre poursuivit, ses mots tombant comme des coups de poignard, signe cet abandon de succession. « Tu ne mérites rien de ma famille. Ces biens sont à nous, pas à toi. » Les mots résonnèrent dans la pièce, cruels et implacables. Sophie cligna des yeux, incrédule, son esprit luttant pour assimiler l'outrage. L'héritage ? Celui de son père, qu'il présentait comme provenant de sa propre lignée normande ? Les héritiers hochèrent la tête en approbation, leurs regards avides fixés sur elle, comme des vautours attendant leur proie. Juliette rit doucement, un son cristallin et moqueur, ses doigts continuant à pianoter sur son téléphone, calculant sans doute les parts qui lui reviendraient en tant que nouvelle favorite. Le choc figea Sophie sur place, son cœur cognait violemment dans sa poitrine, une sueur froide perlant sur son front. « Pierre, qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, sa voix brisée trahissant sa vulnérabilité. Mais il siffla entre ses dents, les yeux froids comme l'acier, « Tu as 5 minutes. » Signe,
ou ce sera pire? Les applaudissements reprirent, plus forts cette fois, moqueurs et jubilatoires, comme si l'humiliation était un divertissement collectif. Les cousins se penchèrent en avant, leur sourire révélant des dents blanches et prédatrices. L'un d'eux, un homme bedonnant aux joues rougies, tapa même dans ses mains avec enthousiasme. Sophie sentit les larmes monter, brûlantes, mais elle les ravala, refusant de leur donner cette satisfaction. Humiliée au plus profond de son être, elle saisit le stylo que le notaire lui tendait, un instrument banal qui semblait peser une tonne. Page après page, elle signa, traçant son nom avec une précision forcée, un sourire crispé plaqué sur ses lèvres pour masquer la rage bouillonnante qui enflammait ses veines. Chaque paraphe était une capitulation apparente, mais intérieurement, une tempête rageait. Comment osait-il? Devant ces inconnus, devant cette maîtresse qui la narguait ouvertement, Maître Dupont, impassible, observa la scène sans un mot, puis ferma le dossier d'un claquement sec qui résonna comme un point final funeste. L'assemblée applaudit de nouveau, des murmures satisfaits s'élevant. Bien joué, Pierre, lança un oncle, levant son verre d'eau comme pour porter un toast. Mais l'ultime affront vint alors, plus cruel que tout. Pierre se tourna vers Juliette, l'attira contre lui d'un geste possessif, et l'embrassa passionnément devant tous. Leurs lèvres se scellèrent dans un baiser langoureux, théâtral, ses mains glissant sur le dos de la jeune femme tandis qu'elle gémissait softly pour accentuer le spectacle. Les rires fusèrent autour de la table, des rires gras et complices qui résonnèrent comme des gifles répétées sur le visage de Sophie. Elle se sentit nue, exposée, son intimité violée publiquement. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin, silencieuses, traçant des sillons sur ses joues poudrées. Sophie quitta le bureau d'un pas chancelant, ses jambes tremblantes menaçant de la trahir à chaque foulée. Les regards triomphants des héritiers la suivirent jusqu'à la porte, des murmures étouffés la poursuivant comme des ombres malveillantes. Dehors, la pluie continuait à tomber, drue et impitoyable, lavant les rues de Paris mais pas sa douleur lancinante. Elle marcha sans but, ses escarpins claquant sur les pavés mouillés, le monde autour d'elle flou à travers ses larmes. Les passants pressés, emmitouflés dans leurs manteaux, ne lui accordèrent qu'un regard distrait. Pour eux, elle n'était qu'une femme anonyme sous la pluie. Mais intérieurement, son cœur saignait, une plaie ouverte et béante. Elle se réfugia dans un café voisin, un petit établissement aux vitres embuées, commandant un thé brûlant qu'elle ne toucha pas. Assise à une table isolée, elle revécut la scène en boucle, les applaudissements, les mots assassins de Pierre, le baiser avec Juliette. Chaque détail s'incrustait dans sa mémoire comme une marque au fer rouge, une humiliation publique orchestrée avec une cruauté machiavélique. Des retour à l'appartement, vide et silencieux en l'absence d'Élise partie en cours, Sophie s'effondra sur le canapé du salon, son corps secoué de sanglots incontrôlables. Les coussins moelleux, témoins de tant de moments intimes, semblaient maintenant hostiles, imprégnés de la trahison. Elle serra ses bras autour d'elle, comme pour se protéger d'un froid intérieur qui la glaçait jusqu'aux os. Les images défilaient, Juliette comptant les millions sur son téléphone, son rire perçant, Pierre, son mari, l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans, la rabaissant devant ses vautours familiaux. Comment avait-il pu? L'impact émotionnel était profond, dévastateur, elle se sentait brisée, son estime de soi pulvérisée en miettes. Les heures passèrent dans un brouillard de douleur, le soleil déclinant projetant des ombres longues sur les murs. Élise rentra en fin d'après-midi, trouvant sa mère prostrée, les yeux rougis. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète, s'agenouillant beside d'elle. Sophie, la voix rauque, lui raconta l'essentiel, omettant les détails les plus crus pour protéger sa fille. Élise la serra dans ses bras, ses larmes se mêlant aux siennes, un lien mère-fille renforcé par l'adversité. Cette nuit-là, le sommeil fuyait Sophie, son esprit tourmenté par des flashs incessants de l'humiliation. Elle erra dans l'appartement, touchant les objets familiers, une photo de leur mariage sur la cheminée, où Pierre souriait avec une innocence feinte, un vase en cristal offert par son père, symbole de l'héritage bafoué. La trahison était gravée dans sa chair, une cicatrice invisible mais palpable. Pourtant, au milieu de cette souffrance, une étincelle naquit, une rage sourde, une détermination à ne pas se laisser détruire. Elle pensa à son agence, à ses succès professionnels, à la force qu'elle avait toujours eue en elle. Mais pour l'instant, la douleur dominait, un ouragan émotionnel qui la submergeait. Paris, dehors, continuait sa vie effrénée, indifférente à son tourment, mais Sophie savait que cette humiliation marquerait un tournant.
Le fer rouge avait brûlé, mais il avait aussi cautérisé une plaie ancienne, préparant le terrain pour une renaissance inattendue. Seule dans l'appartement haussmannien qui, la veille encore, représentait le cocon de sa vie, Sophie passa les heures suivantes prostrée sur le canapé du salon, les rideaux à moitié tirés laissant filtrer une lumière grise et mélancolique de ce début d'après-midi pluvieux. Le silence était si dense qu'elle entendait le tic-tac de l'horloge ancienne sur la cheminée, chaque seconde résonnant comme un reproche. Élise était au lycée jusqu'au soir, Pierre, lui, devait célébrer sa prétendue victoire quelque part avec Juliette et les héritiers. Sophie fixait le plafond mouluré, les yeux rougis et gonflés, revivant en boucle la scène chez le notaire, les applaudissements moqueurs, le baiser théâtral, le claquement sec du dossier que l'on referme sur sa dignité. Son corps tremblait encore du choc, comme si l'humiliation avait laissé une empreinte physique, une brûlure invisible sur sa peau. Elle finit par se lever, les jambes lourdes, et se traîna jusqu'à la cuisine pour se verser un verre d'eau. Ses mains tremblaient tant que l'eau déborda sur le marbre froid. En le reposant, elle aperçut son reflet dans la vitre noire de la fenêtre, une femme pâle, les cheveux en désordre, le maquillage coulé en traînées sombres. « Qui es-tu devenue » murmura-t-elle à cet inconnu. La question la frappa comme une gifle supplémentaire. Pendant 15 ans, elle s'était définie en partie à travers Pierre, l'épouse élégante, la mère accomplie, la professionnelle brillante mais toujours un peu en retrait de son mari, si compétent. Et maintenant ? Elle se sentait réduite à rien, une intruse dans sa propre vie. Pour échapper à cette spirale, elle décida de bouger. Elle enfila un manteau long, attrapa son sac et sortit sans but précis, laissant la porte claquer derrière elle. Paris, sous la pluie fine, semblait lavé de ses couleurs habituelles. Elle marcha longtemps, longeant la Seine où les péniches glissaient lentement, traversant le Pont-Neuf sans voir les touristes qui prenaient des selfies. Ses pas la menèrent instinctivement vers le Marais, vers son agence, ce lieu où elle se sentait encore souveraine. Mais en arrivant devant la porte vitrée, elle hésita. Entrer maintenant, avec cette tête de femme brisée ? Non. Elle fit demi-tour et se réfugia dans un petit café discret de la rue des Rosiers, celui où elle venait parfois travailler seule quand elle avait besoin de calme. Assise au fond, près de la vitre embuée, un thé fumant devant elle qu'elle ne touchait pas, Sophie laissa enfin ses pensées s'organiser. D'abord la colère, une rage sourde, viscérale, contre Pierre qui avait osé l'humilier ainsi publiquement. Puis la tristesse, immense, qui lui serrait la gorge à l'idée que l'homme qu'elle avait aimé pouvait la traiter comme une adversaire à abattre. Et enfin, petit à petit, une troisième émotion émergea, la curiosité. Comment avait-il pu monter un tel piège ? Comment avait-elle pu ne rien voir venir ? C'est là que les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Elle repensa aux signes qu'elle avait minimisés, les appels incessants, l'intrusion au dîner d'affaires, les remarques dévalorisantes, l'accès exigé à ses comptes, le message de Juliette. Et surtout, cette insistance répétée sur l'héritage familial, qu'il présentait comme issu de sa propre lignée normande. Une intuition fulgurante la traversa. Elle sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le numéro de Maître Leclerc, son avocat personnel, celui que son père avait choisi des années plus tôt et à qui elle n'avait pas parlé depuis le décès. Maître Leclerc ? C'est Sophie Moreau. J'ai besoin de vous voir. Tout de suite, si possible. Sa voix était ferme, malgré les larmes qui menaçaient encore. L'avocat, sentant l'urgence, lui proposa de passer à son étude dans l'heure. Sophie régla son thé, héla un taxi et traversa Paris jusqu'au 8e arrondissement, où se trouvait l'élégant cabinet de Leclerc, avenue Friedland. Dans le bureau aux boiseries sombres et aux tapis persans, Maître Leclerc l'accueillit avec une gravité professionnelle. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard perçant derrière des lunettes à monture fine. Sophie lui raconta tout, la convocation chez le notaire, le document d'abandon de succession, la présence des héritiers de Pierre, la maîtresse, l'humiliation publique. À mesure qu'elle parlait, elle vit le visage de l'avocat se durcir. Madame Moreau, dit-il enfin en posant ses lunettes, ce que vous décrivez est non seulement moralement abject, mais potentiellement frauduleux. L'héritage dont il est question, est bien celui de votre père, n'est-ce pas ? Sophie hocha la tête. Leclerc se leva, alla à un coffre-fort mural et en sortit un dossier épais scellé. Votre père a été très clair. Vous êtes l'unique héritière.
Le testament original, holographe et notarié, est ici, dans ce coffre, depuis son décès. Aucun membre de la famille de votre mari n'a le moindre droit dessus. Ce que Pierre vous a fait signer ce matin est un faux montage, probablement basé sur des documents truqués. Sophie sentit son sang se glacer, puis une chaleur intense monter en elle. Vous voulez dire que, tout cela était une mise en scène pour me spolier? Leclerc acquiesça. Exactement. Il a dû faire établir de faux actes par un notaire complaisant ou corrompu. Mais le vrai testament, celui qui prévaut légalement, est en sécurité ici. Personne n'y a accès sauf vous et moi. En quittant l'étude, Sophie marcha dans l'avenue Friedland comme dans un rêve. La pluie avait cessé, un rayon de soleil timide perçait les nuages, illuminant les façades haussmanniennes. Pour la première fois depuis la veille, elle respira profondément. La révélation était brutale, Pierre n'était pas seulement infidèle et cruel, il était un manipulateur calculateur qui avait tenté de la dépouiller de tout ce que son père lui avait légué. Mais cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, apportait aussi une clarté salvatrice. Dès au retour à l'appartement en fin d'après-midi, elle commença à fouiller discrètement. Elle accéda à l'ordinateur familial. Pierre avait toujours été négligent avec ses mots de passe et trouva ce qu'elle cherchait, des emails échangés avec Juliette, des calculs de part d'héritage, des retraits inexpliqués sur leur compte joint destinés à des cadeaux luxueux, un sac Hermès, un week-end à Courchevel. Chaque découverte était une nouvelle entaille, mais aussi une preuve de plus de la duplicité de son mari. Elle prit des captures d'écran, les envoya à Leclerc avec un message bref, preuve de détournement. Élise rentra à ce moment-là. En voyant sa mère assise à la table de la cuisine, entourée de documents imprimés, les yeux brillants mais déterminés, elle s'arrêta net. « Maman ?» Sophie leva les yeux et, pour la première fois depuis l'humiliation, sourit vraiment. « Viens, ma chérie. Il faut qu'on parle. » Elle lui expliqua tout, avec douceur mais sans rien cacher de la trahison. Élise pleura, ragea, puis serra sa mère très fort. « Tu es tellement plus forte que lui, maman. Il ne te mérite pas. » Cette nuit-là, Sophie ne dormit presque pas allongée dans le lit conjugal qui lui semblait maintenant souillé, elle analysa chaque année de son mariage à la lumière de cette nouvelle vérité. Les compliments qui étaient en réalité des contrôles, les gestes tendres qui masquaient une emprise, les critiques voilées qui minaient sa confiance. Elle se rappelait les moments où elle avait douté d'elle-même, où elle s'était excusée pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» se demanda-t-elle dans l'obscurité. Mais la question n'était plus accusatrice, elle était analytique. Elle comprenait maintenant le mécanisme de la manipulation, l'isolement progressif, la dévalorisation subtile, la dépendance émotionnelle créée sciemment. Vers 3 heures du matin, elle se leva et alla dans son bureau personnel, une petite pièce qu'elle avait toujours gardée pour elle. Elle alluma la lumière tamisée et se regarda dans le miroir ancien accroché au mur. Ses yeux étaient cernés, mais une étincelle nouvelle y brillait. Elle n'était pas la femme faible et idéaliste que Pierre avait dépeinte. Elle était Sophie Moreau, directrice d'une agence prospère, fille d'un homme qui avait bâti un empire par sa seule intelligence, mère d'une adolescente brillante. Elle avait signé ce faux document avec un sourire non pas par résignation, mais parce qu'au fond d'elle, une partie savait déjà que la vérité finirait par éclater. Les jours suivants furent une lente reconstruction intérieure. Elle consulta une thérapeute recommandée par une amie, une femme spécialisée dans les violences psychologiques conjugales. Lors de la première séance, dans un cabinet lumineux de Saint-Germain-des-Prés, elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. Mais chaque mot prononcé allégeait le poids. La thérapeute lui parla de « gaslighting », d'emprise, de reconstruction de l'estime de soi. Sophie prit des notes, avide de comprendre pour ne plus jamais retomber. Elle commença aussi à planifier concrètement. Avec Leclerc, elle prépara les démarches pour annuler le faux acte, sécuriser définitivement les biens, et lancer la procédure de divorce. Chaque étape était un acte de pouvoir retrouvé. Elle marcha des heures dans Paris, redécouvrant la ville comme une femme libre, les jardins du Luxembourg sous la lumière d'hiver, les bouquinistes le long de la Seine, les cafés où elle s'asseyait seule sans culpabilité. Et la conscientisation était douloureuse, comme arracher une à une les couches d'un oignon qui pique les yeux. Mais elle était aussi libératrice. Sophie émergeait d'un brouillard épais dans lequel elle avait vécu sans s'en rendre compte. Elle n'était plus la victime qu'on avait voulu faire d'elle. Une force nouvelle grandissait en elle,
solide, inébranlable. Pierre avait cru la briser, il avait en réalité forgé une femme qu'il ne reconnaîtrait plus. Et dans ce miroir intérieur, Sophie commençait à voir non plus une épouse humiliée, mais une femme prête à reprendre sa vie en main, page après page, comme on écrit un nouveau chapitre. 72 heures exactement s'étaient écoulées depuis la signature humiliante chez le notaire. 3 jours pendant lesquels Sophie n'avait presque pas dormi, mangé ni vécu comme avant. 3 jours où elle avait oscillé entre la rage brûlante et une étrange sérénité froide, comme si une partie d'elle s'était détachée pour observer la situation de loin, avec une lucidité nouvelle. Elle avait passé ses heures à lire et relire le vrai testament conservé chez Maître Leclerc, à compiler les preuves de détournement, à parler longuement avec Élise, à consulter la thérapeute, et surtout à préparer ce qu'elle savait inévitable, la confrontation finale. Ce jeudi matin, le ciel de Paris était d'un bleu vif et glacial, comme lavé par les pluies des jours précédents. Sophie s'était levée tôt, avait pris une douche longue et brûlante, s'était habillée avec soin, un pantalon noir ajusté, un pull en cachemire crème, des bottes plates confortables, et un manteau long en laine anthracite. Pas de bijoux, pas de maquillage excessif. Elle voulait être sobre, puissante, incontestable. Dans son sac, elle avait glissé une copie du vrai testament, les captures d'écran des transferts suspects, et la lettre recommandée que Leclerc avait préparée pour annoncer la procédure de divorce et l'annulation du faux acte. Elle choisit de ne pas rentrer directement à l'appartement conjugal. Elle avait besoin d'un terrain neutre pour reprendre son souffle une dernière fois. Elle s'installa donc dans un café de Montparnasse qu'elle affectionnait, le Select, avec ses banquettes en cuir rouge et son atmosphère intemporelle. Assise près de la vitre, un espresso serré devant elle qui refroidissait sans qu'elle y touche, elle relut une dernière fois les documents. Ses doigts ne tremblaient plus. Elle sentait au contraire une énergie calme et déterminée couler dans ses veines, comme si chaque cellule de son corps savait que le moment était venu. À 11 heures précises, elle régla l'addition, héla un taxi et se fit conduire à l'appartement. Elle avait la clé, bien sûr. Elle entra sans bruit. Dans le salon, la scène qu'elle découvrit lui serra le cœur une fraction de seconde, puis renforça sa résolution. Pierre et Juliette étaient enlacés sur le grand canapé, une bouteille de champagne ouverte sur la table basse, des verres à moitié vides, des vêtements épars sur le sol. Ils riaient doucement, se murmurant des promesses d'avenir radieux, comptant déjà les millions qu'ils croyaient acquis. Juliette portait une nuisette en soie rouge que Sophie reconnut immédiatement, c'était la sienne, achetée lors d'un voyage à Venise des années plus tôt. Le symbole était si violent qu'elle faillit sourire de l'ironie. Pierre la vit le premier. Son visage passa de la surprise à l'arrogance en une seconde. « Ah, te voilà enfin. Tu as mis le temps à accepter la réalité. » Juliette se redressa, un sourire narquois aux lèvres, serrant possessivement le bras de Pierre. Sophie ne répondit pas tout de suite. Elle posa calmement son sac sur la console de l'entrée, ôta son manteau, le plia avec précision sur le dossier d'une chaise. Puis elle s'avança, les yeux fixés sur Pierre. « Sors d'ici, dit-elle à Juliette d'une voix basse mais tranchante comme une lame. Juliette éclata d'un rire théâtral. « Tu te crois encore chez toi, pauvre chérie ? Tout ça va bientôt m'appartenir. » Pierre posa une main apaisante sur l'épaule de sa maîtresse, jouant le rôle du maître des lieux. « Sophie, ne fais pas de scène. Tu as signé, c'est fini. Rentre dans le rang et on pourra peut-être trouver un arrangement pour que tu gardes un petit quelque chose. » Sophie inspira profondément. Puis elle parla, lentement, clairement, chaque mot pesait comme une pierre lancée dans l'eau calme. « J'ai signé ton faux document, Pierre. J'ai signé devant tes cousins avides et ta maîtresse vulgaire. Mais ce que tu ignores, c'est que l'héritage dont tu parles est celui de mon père. Pas un centime ne vient de ta famille. Le vrai testament, celui qui est légalement valable, est dans le coffre de mon avocat depuis le décès de papa. Tu n'as aucun droit dessus. Aucun. » Le silence qui suivit fut absolu. Pierre blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. Juliette fronça les sourcils, soudain moins sûre d'elle. Sophie poursuivit, sortant les documents de son sac et les posant un à un sur la table basse, à côté de la bouteille de champagne. Voici la copie authentique du testament. Voici les preuves de tes détournements sur notre compte joint. Voici la lettre recommandée annonçant la procédure de divorce et l'action en annulation de l'acte frauduleux que tu m'as forcé à signer. Maître Dupont,
ton notaire complaisant, va avoir de sérieux problèmes, lui aussi. Pierre retrouva enfin la parole, mais sa voix était méconnaissable, aiguë, paniquée. Tu mens. Ce n'est pas possible. Tu bluffes pour me faire peur. Il se leva d'un bond, attrapa les papiers, les parcourut frénétiquement. Ses mains tremblaient maintenant. Juliette, sentant le vent tourner, se rhabilla précipitamment, marmonnant des excuses inaudibles avant de filer vers la porte. Sophie ne la retint pas. Elle n'avait même pas un regard pour elle. Pierre tenta alors la carte des excuses, celle qu'il maîtrisait si bien. Il s'approcha, les yeux humides, la voix tremblante. Chérie. Sophie, c'était une erreur. J'étais perdue, elle m'a manipulée. Je t'aime, tu le sais. On peut tout effacer, recommencer. Pense à Élise, à notre famille. Il tendit les mains vers elle comme pour la toucher, mais Sophie recula d'un pas, le regard glacial. Ne me touche pas. Ne prononce plus jamais le mot amour. Tu m'as humiliée devant tout un auditoire, tu m'as traitée comme une ennemie à abattre, tu as essayé de me voler ce que mon père m'a légué par confiance en moi. Tout ça pour une aventure minable avec une femme qui porte mes vêtements. Sa voix ne montait pas. Elle restait calme, presque douce, et c'était cela qui terrifiait Pierre le plus. Il tomba à genoux, littéralement, les larmes coulant maintenant sur ses joues. Sophie, je t'en supplie, je ferai tout ce que tu veux. Mais Sophie secoua la tête. Non. C'est fini. Je divorce. Je reprends ma vie. Et je reprends tout ce qui m'appartient. À cet instant, elle sentit le poids des 15 dernières années s'envoler de ses épaules, comme une cape trop lourde qu'on laisse enfin tomber. Elle se sentit légère, puissante, presque ivre de liberté. Élise, qu'elle avait mise au courant la veille et qui attendait dans un café voisin, entra à ce moment-là, appelée par un message discret. Elle serra sa mère dans ses bras, jetant un regard de mépris à son père prostré. « Viens, maman. On n'a plus rien à faire ici. » Sophie rassembla ses affaires personnelles avec une efficacité méthodique, ses vêtements préférés, ses livres, ses dossiers professionnels, les photos d'Élise bébé, quelques objets sentimentaux. Chaque geste était un acte de libération, une frontière tracée entre l'ancienne Sophie et la nouvelle. Pierre resta assis par terre, murmurant des excuses incohérentes, mais elle ne l'écoutait plus. Elle avait déjà tourné la page. Quand elles quittèrent l'appartement, Sophie referma la porte sans la claquer, simplement, définitivement. Dans l'ascenseur, Élise lui prit la main. « Tu es incroyable, maman. Vraiment. » Sophie sourit, les larmes aux yeux cette fois, mais des larmes de soulagement. Dehors, l'air froid de décembre lui fouetta le visage, vivifiant, purifiant. Elles prirent un taxi pour un petit appartement meublé que Sophie avait loué en secret dans le 6e arrondissement, un refuge temporaire en attendant mieux. En chemin, elle appela Maître Leclerc pour lui confirmer que tout était lancé. Le point de rupture n'avait pas été une chute brutale dans le vide, il avait été un saut conscient, délibéré, vers la liberté. Son cœur, qu'elle avait cru brisé à jamais, battait maintenant avec une force nouvelle, rythmée par une certitude, elle ne se laisserait plus jamais manipuler, diminuer, humilier. Dans le taxi qui filait le long de la Seine scintillante, Sophie regarda par la fenêtre les lumières de Paris qui s'allumaient une à une. Elle pensa à son père, qui avait toujours cru en elle. Elle pensa à l'agence qui l'attendait, à ses projets, à sa fille magnifique à ses côtés. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit entière. Le pire était derrière elle, le meilleur commençait maintenant. Pierre ne mit pas longtemps à comprendre que son château de cartes s'était effondré. Dès le soir même de la confrontation, alors que Sophie et Élise s'installaient dans leur refuge temporaire de Saint-Germain-des-Prés, son téléphone portable commença à vibrer sans discontinuer. D'abord des appels, qu'elle bloqua immédiatement. Puis des messages vocaux, qu'elle écouta une seule fois avant de les supprimer, la voix de Pierre, d'abord suppliante, puis larmoyante, enfin rageuse. « Sophie, réponds-moi. Je t'en prie. C'était une folie passagère. Je t'aime toujours. » Elle n'écouta pas la suite. Elle savait déjà le scénario par cœur. Le lendemain matin, alors qu'elle prenait son café dans la petite cuisine lumineuse de l'appartement meublé, une livraison arriva, un énorme bouquet de roses blanches, accompagné d'une carte manuscrite. « Pardonne-moi.
Je ferai tout pour réparer. Pierre. Sophie posa le bouquet sur le palier sans même le déballer. Élise, en pyjama, haussa les épaules. Il croit vraiment que des fleurs vont effacer 15 ans de mensonges? Elles rirent ensemble, un rire libérateur, presque enfantin point, mais Pierre ne s'arrêta pas là. Il passa à la vitesse supérieure. Il envoya des bijoux, une paire de boucles d'oreilles en diamant qu'elle avait admirée un jour chez Cartier, livrée par coursier avec une lettre interminable où il jurait avoir rompu avec Juliette, où il promettait thérapie de couple, voyage, tout ce qu'elle voudrait. Sophie renvoya le paquet sans l'ouvrir. Chaque tentative renforçait sa résolution, elle voyait clair maintenant dans le mécanisme. Ces cadeaux n'étaient pas de l'amour, c'étaient des outils pour reconquérir le contrôle. Quelques jours plus tard, il se présenta directement chez Maître Leclerc, sans rendez-vous, vêtu de son costume le plus sobre, l'air grave et repentant. Il exigea une médiation immédiate. Ma femme est hystérique, maître. Elle exagère tout. Cet héritage nous appartient à tous les deux depuis des années. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté, non? Leclerc, impassible derrière son bureau, le laissa parler, puis posa calmement devant lui le vrai testament et les preuves de fraude. Monsieur Moreau, votre épouse n'est pas hystérique. Elle est lucide. Et vous risquez une plainte pour escroquerie et abus de confiance. Je vous conseille vivement de signer les papiers du divorce à l'amiable tant qu'elle est encore disposée à éviter le scandale. Pierre sortit du cabinet blême, les mains tremblantes. Pour la première fois de sa vie, il perdait pied. Et elle tenta alors la culpabilisation familiale. Il appela Élise en secret, la suppliant de convaincre sa mère. Ta maman est en colère, ma chérie. Mais pense à nous trois. Pense à la maison, aux vacances. Je suis ton papa, quand même. Élise, qui avait entendu sa mère pleurer pendant des nuits entières ces dernières années, ne se laissa pas attendrir. Elle répondit froidement, tu as choisi Juliette devant maman. Tu as choisi l'argent avant nous. Ne me demande pas de choisir entre vous deux. J'ai déjà choisi. Elle raccrocha et bloqua son numéro à son tour. Pierre comprit que même sa fille lui échappait. Désespéré, il passa à la guerre sociale. Parmi leurs amis communs, ces couples mondains qui dînaient autrefois chez eux, il répandit sa version des faits. Lors d'un cocktail au cercle de l'Union interalliée, il pleura presque devant un ancien camarade de faculté. Sophie est devenue paranoïaque. Elle imagine que j'ai une liaison, que j'ai voulu la voler. Elle est instable depuis la mort de son père. Je fais ça pour la protéger, tu comprends? Les rumeurs coururent vite, Sophie aurait pété un câble, serait jalouse maladive, ingrate envers la famille de Pierre qui l'avait accueilli. Certains amis prirent parti pour lui, par habitude ou par peur du conflit. D'autres, plus proches de Sophie, se turent, attendant de voir. Une grande soirée caritative fut le théâtre de sa manipulation la plus spectaculaire. Organisée au palais de Tokyo, elle réunissait tout le beau monde parisien, avocats, entrepreneurs, galeristes. Pierre y apparut seul, élégant mais marqué, les traits tirés, jouant à merveille le rôle de l'homme blessé. Au milieu du dîner, alors que les verres de champagne circulaient, il se leva pour porter un toast improvisé. À la famille, mes amis. À ceux qui nous unissent dans les bons comme dans les mauvais moments. Sa voix se brisa. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ma femme traverse une période difficile. Je prie pour qu'elle revienne à la raison. Des murmures compatissants s'élevèrent. Quelques femmes posèrent une main réconfortante sur son bras. Sophie, qui avait été invitée mais avait décliné, apprit la scène le lendemain par Marie, sa collaboratrice, qui y était. Il a pleuré, Sophie. Vraiment. Devant tout le monde. Les gens le regardent comme une victime maintenant. Sophie écouta sans broncher. Puis elle sourit. Qu'il pleure. Ça ne change rien à la vérité. Car elle, de son côté, se reconstruisait en silence, loin des regards. Dans le petit appartement de Saint-Germain, elle avait transformé le salon en bureau temporaire. Elle travaillait tard, relançait son agence avec une énergie nouvelle, signait de gros contrats qu'elle avait autrefois hésité à accepter par peur de trop s'absenter. Elle consultait sa thérapeute 2 fois par semaine, apprenant à reconnaître les schémas toxiques, à poser des limites, à ne plus confondre amour et emprise.
Chaque séance était une pierre posée sur le chemin de la guérison. Pierre tenta une dernière approche directe. Un soir de janvier, alors que la neige tombait doucement sur Paris, il l'attendit devant l'appartement, emmitouflé dans un pardessus noir, l'air égaré. Quand Sophie sortit pour aller chercher Élise au conservatoire, il se planta devant elle, tombant presque à genoux sur le trottoir glacé. « Sophie, regarde-moi. Je suis détruit sans toi. Juliette n'était rien, un caprice. J'ai tout perdu, mon cabinet est en difficulté, les clients s'éloignent, la famille me tourne le dos. Je t'en supplie, donne-moi une chance. » Sa voix se brisa en sanglots réels cette fois. Des passants ralentirent, curieux. Sophie le regarda longuement. Elle vit l'homme qu'elle avait aimé, mais aussi le manipulateur qui avait orchestré son humiliation publique. Elle vit la peur dans ses yeux, la peur de perdre non pas elle, mais le statut, l'argent, le pouvoir qu'il croyait acquis à travers elle. Elle répondit calmement, sans élever la voix, « Tes larmes sont fausses, Pierre. Comme l'était ton amour quand tu m'as forcé à signer devant ta maîtresse. Tu ne pleures pas sur nous. Tu pleures sur toi. » Il hurla alors, perdant tout contrôle, « Tu es une garce. Tu vas me le payer. Je vais tout raconter aux journaux, dire que tu es folle, que tu m'as ruinée. » Les passants s'écartèrent, choqués. Sophie, elle, ne bougea pas. Elle le contourna simplement, monta dans un taxi qui passait par là, et referma la porte. À travers la vitre, elle le vit rester planté sur le trottoir, la neige fondant sur ses épaules, un homme réduit à sa propre vacuité. Dans le taxi qui filait vers le conservatoire, Sophie sentit une paix profonde l'envahir. Chaque tentative de Pierre, au lieu de la déstabiliser, l'avait renforcée. Elle avait tenu bon. Elle n'était plus sa marionnette. Les rumeurs? Elle s'éteindrait d'elle-même quand la vérité judiciaire éclaterait. Les amis qui avaient cru Pierre? Ils n'étaient pas les siens. Sa vraie force, elle la puisait ailleurs, dans le regard fier d'Élise, dans le succès croissant de son agence, dans la sérénité retrouvée de ses nuits. Pierre, lui, continuait à s'effondrer. Son cabinet perdit des clients importants. Juliette disparut dès qu'elle comprit que l'argent n'arriverait pas. Sa famille normande, apprenant la fraude, le renia publiquement. Il se retrouva seul, face à ses mensonges. Sophie, au contraire, s'élevait. Inébranlable. Chaque jour un peu plus libre. Chaque jour un peu plus elle-même. Le divorce fut prononcé un matin de printemps clair, dans une salle d'audience du tribunal de Paris presque vide. Sophie, vêtue d'une robe chemise bleu marine et d'escarpins sobres, signa les derniers papiers sans trembler. Pierre, de l'autre côté de la table, avait le visage creusé, les yeux fuyants. Il n'y eut ni cri ni larmes publiques, seulement le bruit sec du tampon du juge et la voix neutre qui déclara la dissolution du mariage. À la sortie, sous les colonnes du palais de justice, Sophie inspira profondément l'air tiède chargé d'odeurs de marronnier en fleurs. Elle était libre. Légale, financièrement, émotionnellement libre. L'héritage fut intégralement restitué dans les semaines qui suivirent. Maître Leclerc, avec une efficacité redoutable, fit annuler l'acte frauduleux et obtint même des dommages et intérêts pour préjudice moral. Les usines en Provence reprirent leur activité sous la direction d'un nouveau gérant choisi par Sophie, les propriétés de la Côte d'Azur furent sécurisées. Elle investit une partie des fonds dans l'expansion de son agence de communication, qui devint en quelques mois l'une des plus courantes du marché du luxe et de l'écologie. De nouveaux bureaux ouvrirent dans le 8e arrondissement, lumineux, avec vue sur les toits de Paris. Marie fut promue associée, et l'équipe grandit, jeune, créative, loyale. Sophie dirigeait les réunions avec une assurance nouvelle, ses idées fusant comme autrefois, mais sans plus jamais douter d'elle-même. Elle décida aussi de donner un sens plus large à sa renaissance. Avec une partie de l'héritage, elle acheta une grande villa provençale entourée de cyprès et de champs de lavande, et la transforma en maison d'accueil pour femmes victimes de violences psychologiques et économiques. Elle l'appela « les cyprès libres ». Des ateliers de reconstruction, des séjours de ressourcement, des accompagnements juridiques et thérapeutiques y furent organisés. Sophie y passait plusieurs week-ends par mois, écoutant des histoires qui ressemblaient parfois à la sienne, guidant celles qui venaient de toucher le fond vers la surface. Voir leurs yeux s'éclairer peu à peu lui procurait une joie profonde,
plus intense que n'importe quel contrat professionnel. Élise et elle finirent par déménager définitivement à Nice. Elles choisirent une villa moderne perchée sur les hauteurs de Cimiez, avec une terrasse immense surplombant la Méditerranée. Les matins, le soleil inondait la cuisine ouverte où elles prenaient le petit déjeuner ensemble, jus d'orange pressé, croissant encore chaud, et des discussions infinies sur les études d'Élise. Elle avait choisi une prépa littéraire puis visait Sciences Po, sur les voyages qu'elle planifiait, sur la vie tout simplement. Le soir, elle dînait souvent sur la terrasse, regardant les lumières de la promenade des Anglais s'allumer une à une, l'air embaumant le jasmin et la mère Sophie redécouvrit des passions qu'elle avait mises de côté pendant des années. Elle reprit la peinture, installant un atelier dans une pièce baignée de lumière, face à la baie. Des toiles abstraites, aux couleurs vives, naquirent sous ses pinceaux, bleu profond, rouge passionné, éclat d'or. Elle exposa même dans une petite galerie du Vieux-Nice, et les critiques furent élogieuses. Elle se remit à la lecture vorace, dévorant des romans, des essais féministes, des biographies de femmes qui avaient surmonté l'adversité. Elle voyagea seule, un mois en Islande pour voir les aurores boréales, une semaine à New York pour assister à des conférences sur le marketing digital, un trek au Maroc avec Élise. Chaque expérience était une affirmation, elle existait par elle-même, pour elle-même. Pierre, de son côté, disparut peu à peu du paysage. Son cabinet périclita, les clients fuirent vers des confrères plus fiables. Juliette l'avait quitté dès que les millions s'étaient évaporés. Sa famille normande, écœurée par le scandale, coupa les ponts. Il tenta une dernière fois de contacter Sophie, un an après le divorce, par un mail long et confus où il mendiait presque un rendez-vous, prétextant vouloir refermer la parenthèse. Elle ne répondit pas. Elle le bloqua partout. Il n'était plus qu'un fantôme du passé, un chapitre clos. Un soir d'été, alors que la chaleur de la journée s'estompait enfin, Sophie se tenait sur la promenade des Anglais, pieds nus dans le sable encore tiède de la plage privée en contrebas de la villa. Elle portait une robe légère en lin blanc qui flottait autour d'elle au gré de la brise marine. Élise, à ses côtés, prenait des photos du coucher de soleil avec son nouvel appareil. Le ciel était un incendie de rose, d'orange et de violet, reflété dans les eaux calmes de la Méditerranée. Sophie ferma les yeux un instant, laissant le vent salé caresser son visage, effacer les dernières traces invisibles des années sombres. Elle pensa à la Sophie d'avant, celle qui rentrait tard pour éviter les remarques, celle qui signait des yeux fermés ce qu'on lui présentait, celle qui pleurait en silence dans la salle de bain. Cette femme-là semblait appartenir à une autre vie. Aujourd'hui, elle se regardait dans le miroir chaque matin et voyait une femme forte, autonome, marquée de cicatrices qui la rendaient plus belle, plus vraie. Elle avait survécu à l'humiliation, à la trahison, à la manipulation. Et elle avait transformé la douleur en force, en création, en générosité. Maman, regarde, lança Élise en lui montrant l'écran de son appareil. Sur la photo, Sophie apparaissait de profil, les cheveux au vent, le regard perdu vers l'horizon, un sourire paisible aux lèvres. « Tu es magnifique », ajouta sa fille. Sophie rit doucement, les larmes aux yeux cette fois, mais des larmes de pur bonheur. « Merci, ma chérie. Toi aussi. » Elles rentrèrent main dans la main, montant le chemin bordé de palmiers jusqu'à la villa illuminée. À l'intérieur, l'air embaumait le basilic et la tomate du dîner qu'elles allaient préparer ensemble. Sophie alluma la musique du jazz doux, et la Fitzgerald et elle dansèrent un peu dans la cuisine, riant comme des adolescentes. Plus tard, seule dans sa chambre aux grandes baies vitrées ouvertes sur la nuit étoilée, Sophie s'assit à son bureau et écrivit quelques lignes dans le journal qu'elle tenait depuis le jour de la rupture. « J'ai survécu, et maintenant je vis. Vraiment. Pleinement. La trahison m'a brisé un temps, mais la reconstruction m'a rendue invincible. » Elle referma le carnet, éteignit la lumière, et s'endormit au son lointain des vagues. Les cauchemars avaient disparu depuis longtemps. À leur place, des rêves vastes, colorés, ouverts sur l'infini. Le dénouement n'avait pas été une vengeance spectaculaire. Il avait été une renaissance tranquille, profonde, lumineuse. Sophie marchait désormais dans le monde avec une assurance nouvelle, un amour-propre reconquis, un cœur enfin apaisé. Un nouveau chapitre s'était ouvert, empli de possibilités infinies, où plus personne ne pourrait jamais la diminuer. Elle était Sophie Moreau. Libre. Entière. Et cela suffisait amplement.